Bonjour à tous. Je m'appelle Armel Lepéage, j'ai 47 ans. J'habite à Fouesnant, je suis finistérien, j'ai grandi dans le nord du Finistère, du côté de Saint-Paul-de-Léon. Et puis je fais de la voile, donc je suis skipper professionnel depuis maintenant un peu plus de 25 ans, mais aussi je suis ingénieur INSA dans les matériaux. Donc effectivement j'ai eu la chance de pouvoir vivre différentes aventures, à la fois sur les océans, mais aussi à l'école, un petit peu comme vous en ce moment. Donc là aujourd'hui, je suis là pour partager un petit peu mon expérience, mon parcours, vous parler aussi sur ce quoi je navigue en ce moment, qui est un très grand bateau, un ultime. Et donc pour un petit peu se mettre dans l'ambiance, je vais vous montrer un petit film, qui ne pas très longtemps, mais qui vous montre le bateau naviguer à pleine vitesse. L'optimisation de la partie aérodynamique, parce que c'est un bateau, comme je disais tout à l'heure, qui vole au-dessus de l'eau, quand les conditions le permettent. Et donc on travaille de plus en plus sur l'amélioration de l'écoulement de l'air, du flux, pour qu'on ait le moins de frein possible et que le bateau aille de plus en plus vite. Ce qui se fait déjà bien sûr dans le sport automobile, dans l'aéronautique. Maintenant on le fait maintenant sur les bateaux de course au large. Et donc on a fait évoluer sur le bateau, on a cette casquette ici qui permet de protéger l'équipage quand on est dans le bateau en train de manœuvrer, de piloter. La vidéo va montrer, on a fait des travaux pour fermer cette casquette et donc de ne plus avoir cette espèce de trou à l'arrière qui crée des perturbations. On le visualise maintenant beaucoup avec des logiciels, parce qu'on travaille beaucoup avec des logiciels justement pour faire des études et donc on a fait des travaux ensuite avec l'équipe. Je lance. C'est parti. Donc le bateau c'est le Populaire 11. Donc là vous allez voir la casquette qui va évoluer. Surtout le bateau, c'est une grande machine. C'est un bateau qui fait 32 mètres de long par 23 mètres de large. Donc léger, vous pouvez quasiment mettre 4 terrains de tennis l'un à côté des autres. Le mât, on est à quasiment 40 mètres au-dessus de l'eau. Le bateau pèse environ 16 tonnes, prêt à naviguer. Et puis avec ces calculés en jaune, là c'est ce qu'on appelle les impalisses. Donc on a 3 safrans à l'arrière et les foils ici sur les côtés et une dérive au milieu. Donc les foils, c'est ce qui nous permet notamment de pouvoir sortir le bateau de l'eau. Alors on peut peut-être faire une petite pause. Espace. Donc là voilà. Donc là on voit, vous voyez, on a vu l'évolution de la casquette, on est venu fermer ici à l'arrière. Donc c'était à la fois le gain principal, bien sûr, c'est la partie performance, donc l'aéro. Parce que là on a vraiment des petits dixièmes de nœuds, hein, parce que nous on parle en nœuds en vitesse sur un bateau. Un nœud, ça représente 1 000 par heure. Donc 1 000, c'est 1852 mètres. Voilà, c'est l'unité pour la distance en bateau, en mer. Donc un nœud, on gagne des petits dixièmes de nœuds quand on vient fermer cette casquette et donc améliorer le flux. Et puis en plus, ça nous a permis d'apporter aussi du confort à l'intérieur du bateau, notamment en termes d'humidité, notamment quand j'étais dans les mers du Sud. Là où c'est très humide, il fait très froid, donc on est mieux protégé. Donc voilà, si on peut juste revenir, peut-être avec le curseur, voilà, au niveau des foils. On va peut-être un petit peu encore avant. Voilà, très bien. Donc ici, vous avez des foils ici, donc ces grandes parties là fait une forme d'L en fait, en L, pardon. Donc c'est un peu comme le même principe que les ailes d'avion, c'est-à-dire qu'en créant de la vitesse, on crée de la portance en fait sous la partie horizontale du foil, donc la partie qui est, on ne voit pas ici, mais qui est vers l'intérieur du bateau. Et donc avec la portance en fait, on vient soulever le bateau se soulève hors de l'eau, parce que l'eau pousse sous le foil. Alors pour ça, on peut l'incliner, on a des systèmes d'hydraulique de vérin donc qui nous permettent d'incliner un petit peu le foil, un petit peu comme les volets sur une aile d'avion. Voilà. Donc on crée de l'incidence. Et puis une fois que le bateau sort de l'eau, on remet un petit peu moins d'incidence pour pas que le bateau vienne sortir et puis se décrocher. Et on a la même chose sur les safrans, à l'arrière, on a ce qu'on appelle des plans porteurs. Et à l'arrière, on a des petits volets. Donc on vient régler un petit peu tous ces petits degrés d'incidence qui nous permettent de sortir le bateau de l'eau. Et donc, surtout, ça nous permet d'avoir un gain en vitesse parce qu'on n'a plus toute cette résistance à l'eau qui était avant sur les flotteurs, ce qu'on faisait encore il y a une dizaine d'années. Hein, la technologie des foils est assez récente dans le monde de la course au large, c'est vraiment une révolution. Et ça nous permet aujourd'hui
de pouvoir aller chercher des vitesses très, très importantes et de changer un petit peu notre mode de fonctionnement, notre mode de navigation avec ces nouveaux appendices, ce qui nous permet notamment, dans du vent médium, léger, de pouvoir voler assez tôt et de pouvoir aller un petit peu ouvrir des nouvelles voies au niveau météo. Moi je travaille avec une équipe, moi je suis un petit peu la personne qui est mise en valeur dans les médias, quand on est au milieu de la course, au large, qui est un petit peu dans les caméras ou dans les journalistes, mais finalement derrière moi il y a toute une équipe. C'est-à-dire que pour faire ce que je fais moi tout seul sur le bateau, ce serait impossible à faire si je n'avais pas mon équipe derrière moi. Et c'est essentiel, on a des techniciens, on a des ingénieurs, on a des gens qui s'occupent aussi de tout ce qui est logistique, administratif, gestion. Donc c'est une vraie PME finalement qui travaille avec moi pour mener à bien ces projets. Et on a des objectifs en commun, des objectifs de réussite. Donc on travaille tous ensemble pour réussir à atteindre des victoires ou des batailles records, ou vivre des projets un peu différents. On a eu la chance cette année de transporter la flamme olympique avec ce bateau entre Brest et la Guadeloupe. Donc voilà, on vit pas mal de choses assez différentes et on a aussi des moments de grandes victoires, mais aussi des moments de défaite ou de grandes difficultés, ou ça peut être de la casse, ça peut être des mauvais résultats. Mais on reste tous ensemble, on reste unis. Et ça c'est important pour pouvoir progresser, continuer à améliorer, ne jamais s'endormir sur ses lauriers parce que pas parce qu'on a gagné une course que la fois d'après on va la gagner. Et voilà, d'expérience, je peux vous dire que c'est jamais le cas. Mais il faut se nourrir de cette expérience, c'est ce qu'on fait avec cette équipe. Et j'ai la chance de travailler avec eux maintenant depuis 13 ans. Donc voilà, c'est une vraie aventure humaine. Quand vous n'êtes pas en mer, vous faites quoi concrètement? Alors il y a qu'un micro, du coup c'est ça. Après, je parle fort. Peut-être qu'on va laisser le micro à Armel et poser les questions sans micro. Peut-être, je pourrais répéter la question si jamais. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas sur mon bateau? Cette année, par exemple, on vient de recevoir, avec l'équipe, on a dans le bureau d'études, donc c'est 5 ingénieurs, et donc on a un ingénieur on appelle ça un ingénieur presque data, c'est-à-dire que lui, il récolte toutes les données du bateau. On a plus de 200 capteurs à bord du bateau, donc il analyse tous les chiffres à chaque navigation. Donc, cette année, il y en a eu beaucoup. Il y a eu un tour du monde, il y a eu 4 transatlantiques, un Méditerranée aussi, bref. Donc il y a plus de 52 000 milles parcourus avec le bateau, donc c'est presque 100 000 km. Et on est arrivé, je crois, à 120 jours de navigation cumulés sur une année, donc c'est un jour sur 3 on navigue avec le bateau, à peu près sur une année complète. Donc il y a quand même une partie où on ne navigue pas. Alors qu'est-ce que je fais moi? C'est assez varié. D'abord, je vais régulièrement à Lorient quand le bateau ne navigue pas parce qu'on fait le point avec l'équipe technique. Donc moi j'ai un directeur technique dans mon équipe qui est là un petit peu pour me donner, quand le bateau par exemple en ce moment il est en chantier, donc on l'a sorti de l'eau, on a enlevé son mât, on a enlevé les appendices, on a rentré dans un hangar et là on est en train d'inspecter tout le bateau et de l'optimiser pour la saison suivante. Donc on a des réunions comme ça pour voir un petit peu sur les travaux qu'on doit réaliser en fonction de ce qu'on a vu cette année. Et puis aussi, on fait le point avec les ingénieurs sur les évolutions possibles. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le bateau en fonction du calendrier, du timing qu'on a de chantier et aussi du budget, parce que ça c'est un élément important, bien sûr, on a un budget à respecter. Donc voilà, sur quoi on peut travailler. Et moi je fais partie de ce groupe de décision pour pouvoir avancer, parce que moi je suis l'utilisateur principal, donc c'est important que je sois présent dans ces moments-là. Après il y a toute une partie préparation pour les courses. Donc là c'est la préparation d'abord physique, parce que ça reste du sport, même si c'est le bateau qui avance. Nous sur le bateau on doit manœuvrer, on doit le gérer, donc il y a toute une préparation physique à faire au quotidien. Donc moi quasiment, quand le bateau navigue pas, je passe beaucoup de temps à faire du sport, alors presque tous les jours, mais par exemple ce matin, avant de venir ici, ce matin j'étais à la piscine. On a des séances comme ça régulières dans la semaine. Je fais partie d'un pôle France de course au large qui est à Port-la-Forêt, peut-être certains connaissent. Il y a d'autres skippers qui sont basés là-bas, dont certains qui sont sur le Vendée Globe, notamment ceux qui sont en tête de course font partie du même pôle entraînement. Et donc dans ce pôle entraînement, on bénéficie d'une préparation physique, on bénéficie, si on le souhaite, d'une préparation mentale. On travaille aussi sur la météo, on a des spécialistes qui viennent nous donner des cours de météo, en tout cas de faire des mises à jour.
Et puis aussi, on a toute une formation qui sont des formations obligatoires pour les grandes courses, formation médicale. On apprend à se soigner, on apprend à gérer tel ou tel pépin physique. Parce que quand on est tout seul sur un bateau, et notamment quand on est sur le tour du monde, on est notre propre infirmier, infirmière, ou en tout cas on essaie de faire avec ce qu'on a appris, et surtout là pour le coup on a droit à une assistance extérieure, on peut contacter notre médecin qui va nous guider un petit peu, mais nous il faut qu'on puisse lui donner le meilleur diagnostic possible pour qu'il puisse répondre rapidement et qu'on puisse se soigner si jamais voilà, on s'est ouvert le crâne par exemple en se cognant, il va falloir peut-être recoudre. Alors, pour recoudre tout seul c'est pas facile, donc on a appris à se servir par exemple d'une agrafeuse médicale. Donc c'est ce genre de formation qui nous sont obligatoires, qu'on répète tous les 3 à 4 ans en fonction de formation. Donc sur la sécurité, c'est la même chose. Donc toute cette partie-là, elle prend un petit peu de temps quand même dans la saison. Et puis ensuite, moi j'ai une partie aussi représentation. Je représente un sponsor, pour la cette banque. Et donc dans mon contrat, je dois aussi faire vivre le projet en interne. C'est important parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le projet. Donc, il y a les retombées médias, parce que si on réussit, bien sûr, si on gagne des courses, c'est plus facile d'avoir des retombées médias, mais on ne gagne pas à chaque fois. Donc pour pouvoir aussi faire que le projet soit intéressant pour tout le monde, moi je vais aller en région, dans différents endroits. Donc la semaine prochaine, par exemple, je vais à Montpellier, après je vais aller à Lille. Rencontrer sur des événements majeurs, ça peut être des conventions de salariés, de collaborateurs, de dirigeants. Et donc je vais intervenir, raconter un petit peu ce que fait le projet, ce que fait l'équipe en ce moment, quels sont les projets à venir, qu'est-ce qu'on a vécu cette année. Alors bien sûr cette année c'est une année un peu particulière parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Et mon partenaire a été un des partenaires premium des Jeux, donc on a été beaucoup présents. Donc voilà, on essaie aussi que tout le monde s'y retrouve dans ce partenariat, même les gens qui sont dans l'est de la France, où la mer est bien sûr assez loin, elles puissent être aussi intégrées à ce bateau, parce que c'est leur bateau. Donc ça prend pas mal de temps. Et puis après, il y a la partie un petit peu média, là aussi je dois répondre à des sollicitations médiatiques. Par exemple, j'étais au départ du Vendée Globe, où j'ai travaillé pour des médias, la chaîne d'équipe par exemple, le dimanche du départ. Donc ça fait partie aussi des sollicitations auxquelles je dois répondre pour pouvoir être le mieux représenté possible et représenter mon sponsor, représenter l'image qu'on véhicule avec notre bateau, notre projet. Alors les ingénieurs, on a différents métiers. Donc un ingénieur data, mais on a aussi un ingénieur structure, parce que c'est vrai que aujourd'hui le bateau il est assez complexe en termes de géométrie et puis d'efforts qui sont sollicités sur le bateau. Donc on a la capacité maintenant, avec les capteurs qu'on a sur notre voilier, d'avoir en temps réel, avec de la fibre optique qui est installée un peu partout sur la plateforme, et notamment dans les impanis, d'avoir à la fois comment le bateau travaille, et dans la mer quand on navigue, mais aussi quand on récupère les données, de voir un petit peu quels ont été un petit peu les chiffres atteints, les valeurs maximum, minimum, etc. Et donc de voir un petit peu comment la structure travaille. Et donc ça nous permet effectivement pour cet ingénieur structure de faire aussi un bilan sur le vieillissement un petit peu du bateau, des pièces, l'usure des pièces, et d'imaginer un petit peu la suite. Si jamais à un moment il faut aller intervenir, réparer ou changer des pièces. Donc on a des ingénieurs aussi en mécanique, parce qu'on on fait beaucoup de pièces sur mesure. Donc souvent ce sont des ingénieurs qui dessinent les pièces et qui vont travailler avec un prestataire qui va fabriquer la pièce. Donc ça va être un usineur par exemple, avec qui on va travailler, et donc il y a des calculs à faire sur la pièce, la résistance de la pièce, et puis sa durée de vie. Et nous, bien sûr, on a une optimisation à faire qui est particulière, parce que c'est pas des pièces qu'on va faire pour l'industrie. Nous, il y a un élément clé, notamment dans la performance du bateau, c'est le poids. Donc, on va chercher toujours à aller au plus léger. Donc, ils vont définir des pièces qui vont être légères, mais quand même suffisamment solides pour pas qu'elles cassent au bout de 4 heures, et qu'elles puissent résister au programme du bateau.
Voilà, on a un ingénieur informatique aussi. Aujourd'hui, on a énormément de logiciels à bord du bateau pour piloter le bateau. Parce que moi, quand je suis par exemple tout seul, quand je vais dormir, quand je vais manœuvrer, quand je vais bricoler, on met le pilote automatique en route. Donc là, on a aujourd'hui des systèmes qui permettent d'améliorer justement ce mode de pilote qui était peut-être il y a encore quelques années assez basique, qui demande aujourd'hui une certaine technologie pour être performant, surtout quand on a des bateaux qui vont à plus de 40 nœuds. Voilà, le pilotage se fait vraiment de façon très, très minutieuse. Donc là aussi, on essaie de travailler avec des gens qui sont compétents, qui ont les compétences pour ça. Donc on a plusieurs, voilà, c'est assez varié. Ça se fait de plus en plus dans les grosses équipes de course au large, parce que à la fois c'est plus performant pour nous d'avoir les personnes qui vont réfléchir à l'évolution du bateau. Ça nous permet aussi de gagner en termes de coûts aussi, parce que travailler avec des prestataires, c'est un coût supplémentaire. Nous, on l'en fait en interne, on gagne du temps, et puis on progresse. C'est-à-dire que tout ce que les ingénieurs vont, sur quoi ils vont travailler, ça va leur permettre effectivement d'apporter un plus à l'équipe, et d'avoir ça, c'est propre à notre équipe. Et en plus, on ne va pas forcément le partager à nos concurrents. J'étais à Lannion, en mesure physique. Et donc, en même temps que je naviguais, j'avais rencontré, à l'époque, il y avait le Tour de France à la voile. Il y avait des grandes écoles qui faisaient participer au Tour de France à la voile. Il y avait HEC, il y avait X, et puis il y avait un bateau INSA qui faisait le Tour de France à la voile. Et je l'ai rencontré, moi j'étais équipé sur un bateau, et j'ai rencontré sur une étape le professeur qui s'occupait de la section sport-études à INSA à Rennes. Et puis on a échangé, et puis il m'a dit, écoute, si toi tu as un profil, si tu termines bien ton IUT dans la promo, avec ton parcours de sportif, tu pourras candidater à intégrer l'INSA en 3e année. Donc du coup, j'ai réussi mon IUT. Alors, la classe préparatoire m'a quand même beaucoup servi à mon IUT, parce que c'est vrai que vous apprenez beaucoup de choses, et même si après vous changez de cursus, c'est quelque chose qui va beaucoup vous servir pour la suite, même si vous n'allez pas au bout du challenge des concours. Donc moi en IUT, je me suis plutôt, c'était assez facile entre guillemets, parce que j'avais fait déjà une année de prépa. Mais mine de rien, ça m'a permis d'intégrer l'INSA. Donc j'ai fait cette première année, puis ensuite j'ai encore un autre changement, c'est que la 2e année, j'ai remporté une sélection qui m'a permis de passer dans le circuit professionnel, circuit Figaro, donc ce sont les monocoques qui participent à la course du Figaro chaque année. Et donc là, il a fallu faire un choix, c'est soit je pars 2 années dans ce circuit-là, ou soit je reste à l'INSA. Bon, la chance d'être en sport-études, c'est que l'école me permettait de pouvoir revenir 2 ans après. Il m'a dit, si tu peux faire tes 2 années, et puis tu reviens après, tu reprendras ton cursus. J'ai fait ces 2 années, et puis ça avait bien marché, donc j'ai voulu poursuivre. Et en fait, j'ai poursuivi pendant de longues années, jusqu'à cette année finalement où j'ai validé mon diplôme au mois de juin par une VAE. Donc oui, comme quoi à 47 ans, vous pouvez passer votre diplôme d'ingénieur. En ayant fait 3 tours du monde, en ayant fait 25 transats, tout est possible. Donc c'est un parcours assez atypique, mais mine de rien, aujourd'hui, je pense que c'est un parcours qui va peut-être devenir un peu plus commun, peut-être dans le futur, en tout cas, dans ce mode de fonctionnement. Et donc, pour revenir à la question, c'est vrai que mon diplôme d'ingénieur, en tout cas ma formation d'ingénieur, ma formation scientifique surtout, quand j'ai commencé à être professionnel, et notamment quand ensuite j'ai basculé dans un vrai projet où il a fallu je participe à la construction d'un nouveau bateau, mon premier bateau, quand j'ai fait mon premier Vendée Globe. Je me suis retrouvé autour de la table en fait avec, comme je disais tout à l'heure, un design team, des ingénieurs. Moi j'avais donc c'était en 2006, donc j'avais 29 ans, 29 ans. Je me suis retrouvé avec des ingénieurs, des architectes, des calculateurs très pointus, parce que là on avait construit un bateau qui allait me coûter quelques millions. Et puis moi j'étais l'utilisateur principal, celui qui avait utilisé le bateau pour faire le tour du monde 1 an après.
c'est vrai que si j'avais pas eu ce bagage scientifique, ce bagage voilà, d'IUT et d'un peu d'école d'ingénieur, je pense que j'aurais pas su forcément imaginer le bateau sur lequel j'ai navigué quelques mois après. Et là, j'ai eu la chance justement de comprendre en fait le langage sur la table, d'être acteur et de pouvoir justement donner à la fois mon ressenti en tant que marin, mais aussi en tant que scientifique, en tout cas d'ingénieur, d'avoir ces notions-là. Ça, c'était important. Et après, finalement, avec mon parcours, parce que j'ai eu plusieurs sponsors, j'ai rencontré différentes personnes aussi dans mes équipes, j'ai appris beaucoup, en fait. Je me suis nourri beaucoup de ces expériences. J'ai rencontré des ingénieurs, j'ai rencontré des architectes dans tous les domaines. Et c'était une vraie force. Et aujourd'hui, quand on a construit ce bateau, c'était donc en 2021, voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise que du début parce que j'ai eu cette expérience de m'être intéressé aussi à ce qui se disait autour de la table et ce qui se faisait. Voilà, et puis du jour au lendemain, on n'a plus rien. Donc ça a été pour nous très difficile, mais finalement c'était une expérience qui nous a beaucoup servi, parce qu'on s'est beaucoup nourri finalement de ce qui s'est passé. D'abord, ça a resserré un peu les liens entre nous, parce qu'on a vécu ce moment difficile, à la fois humain, mais aussi technologique. Et puis, en fait, on a essayé d'abord de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est toujours important. Vous avez toujours besoin de comprendre pourquoi pour résoudre un problème, résoudre une équation. Nous, c'est un peu la même chose. C'est pourquoi le bateau, on avait imaginé incassable, entre guillemets, en tout cas pas dans ce genre de casse, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc en récupérant comme les morceaux, on a pu analyser tout ce qui s'était passé. Après, on a fait des études et on a compris ce qui s'était passé, et ce qui nous a permis d'améliorer la résistance du nouveau bateau qu'on allait construire. C'est quelque chose qu'on a vraiment sur lequel on n'avait pas forcément imaginé avec les ingénieurs, les architectes quand on avait construit ce bateau, parce que finalement, les bateaux qui volent, les bateaux qui vont de plus en plus vite, même si on avait estimé un petit peu les impacts liés à cette augmentation de la vitesse, finalement on les avait un peu sous-estimés. Et donc, grâce aussi à avec les accidents, des fois on progresse plus que finalement quand on fait que de la théorie. Alors oui, on peut retrouver des technologies sur lesquelles on travaille sur nos bateaux, que ce soit les Ultimes, mais aussi les IMOCA, qu'on va retrouver dans le monde de la plaisance de Monsieur Tout le Monde. On a parlé par exemple des pilotes automatiques. C'est un système sur lequel aujourd'hui, nous on est un peu des cobayes, en fait, on teste des choses. Alors bien sûr en plus dans des conditions un peu extrêmes. Et finalement, quand ces prototypes fonctionnent, on arrive à les mettre au point. Derrière, oui, ça peut être pour le prestataire avec qui on travaille, il va pouvoir commercialiser finalement ce modèle-là, avec des versions un petit peu moins pointues, mais voilà, qui va être disponible pour le grand public. Les foils, par exemple, c'est un élément important. Aujourd'hui, finalement, les foils, c'est arrivé dans les années 2010, à peu près, avec la Coupe de l'Amérique, qui est vraiment le cœur de la technologie de la voile. C'est là où tout est imaginé, parce qu'il y a des gros budgets. Alors en France, c'est un domaine, c'est un circuit qui est moins connu, moins médiatique, parce qu'en France, on a une culture de la course au large, solitaire, dans des globes endurants. Mais la Coupe de l'Amérique, c'est vraiment, c'est encore un cran au-dessus. Là, on est vraiment dans le monde de la Formule 1 en termes de budget, par exemple. Imaginez les grosses équipes, c'est entre 100 et 150 millions de budget. Ils sont entre 200 et 300 personnes, et beaucoup d'ingénieurs. Donc c'est vraiment là que notamment les foils ont été imaginées. L'histoire des foils existait depuis très longtemps, mais ça n'a jamais été quelque chose qui était stable, qui fonctionnait vraiment dans la mer, dans les conditions un peu agitées. Et puis quand ils ont décidé de passer sur des bateaux volants, ils y sont arrivés avec l'ingénierie qu'ils avaient. Et derrière, oui, ces foils, grâce à ça, finalement, les foils sont arrivés à la fois sur les bateaux de course au large, mais aujourd'hui, si vous avez des foils sur des wings, sur des surfs, sur des kites, c'est grâce à la Coupe américaine. Donc il y a vraiment en fait tout ce qui est fait en fait au plus haut niveau, ensuite va être réparti ensuite
dans le monde de Monsieur Tout le Monde, et c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, on a d'autres aussi, on peut être, on va dire, des laboratoires pour le grand public, mais aussi on a des outils qui vont pouvoir servir aussi pour l'évolution du transport de demain, notamment la décarbonisation. Par exemple, aujourd'hui, sur les cargos, il y a des ailes de kite, il y a des voiles, je sais pas si vous avez vu, donc des ailes en fait, avec des voiles qui se gonflent. Et là, aujourd'hui, on commence à travailler, dans le milieu maritime, ils commencent à réfléchir à des bateaux de transport passager avec des feuilles. Voilà, pour diminuer un petit peu la consommation évidemment de carburant, parce que c'est un coût important. Donc si nous, avec nos bateaux, on arrive à aller faire des tours du monde dans les conditions extrêmes, avec tel type de feuille, telle forme de feuille, avec des efforts quand même assez importants, on sait après le retranscrire derrière, éventuellement pour d'autres débouchés. Donc il y a vraiment un côté laboratoire qui peut effectivement servir. Alors nous, c'est pas notre mesure première, mais quand même, aujourd'hui, de plus en plus, avec la transformation effectivement du demain, là vous êtes les premiers concernés, nos bateaux, on n'est pas que des machines de course. Par exemple, sur les IMOCA, les bateaux qui vont des clubs, ils n'ont pas le droit d'assistance météo. Donc eux, en fait, ils vont aller récupérer des données météo sur un serveur qui sont disponibles, qui sont mis à jour tous les 12 heures. Et ensuite, à bord, avec des logiciels de navigation, de météo, ils vont faire leur propre analyse, leur propre prévision, et puis donc choisir leur route. Donc oui, ça là aussi c'est un modèle qui évolue rapidement, avec lequel aujourd'hui on a plus de la météo d'aujourd'hui, et c'est il y a 10 ans, en tout cas les prévisions qu'on a, elles sont beaucoup plus affinées. Les logiciels aussi nous permettent, les prévisions permettent d'avoir des meilleurs, ce qu'on appelle des routages, voilà, des prévisions de route. Donc on peut mieux choisir sa route et être un peu plus performant que ce qui était il y a 10 ans. Même si après, effectivement, il y a toujours la réalité sur l'eau, entre la théorie et la pratique. Des fois, voilà, le vent n'est pas forcément au rendez-vous, alors pourquoi, comment, il n'y a pas forcément toujours d'explication, même si après on peut toujours essayer d'analyser. Mais il y a aussi le sens marin. Mais bien sûr, la météo, c'est un élément important. C'est aussi pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a des formations météo à terre. On travaille avec des spécialistes météo, on peut même faire des stages. Certains vont chez Météo France, sont en contact des ingénieurs pour justement se former et avoir les bons outils pour pouvoir voilà, là pour le coup c'est très important de choisir la meilleure route. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'équivalent pour remplacer le carbone en termes de capacité à résister au choc et en termes de résistance et aussi de légèreté. Mais effectivement, il y a des entreprises qui travaillent aujourd'hui sur notamment sur le système de résine avec des matériaux différents, comme du lin par exemple. On commence à avoir des bateaux qui sont des prototypes, là pour le coup, qui ne font pas encore forcément des courses, mais qui sont testés. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. Donc on surveille ça de très près. Nous, on fait très attention sur la partie notamment consommation électrique à bord, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de capteurs, donc on consomme plus qu'il y a 10 ans sur l'énergie à bord, donc on a des batteries, et pour recharger tout le système, on a aujourd'hui des panneaux solaires qui sont mis sur le bateau et qui permettent d'avoir une belle autonomie. On a une éolienne, donc on essaie d'avoir justement quasiment une autonomie en termes d'énergie consommée qui soit à zéro pour un tour du monde. Alors, on n'y est pas encore arrivé, on n'est pas très loin, mais il y a encore des steps à franchir. Mais c'est quelque chose sur lequel on est bien conscient. Et là aussi, par exemple, pour les panneaux solaires, on a travaillé avec une entreprise qui fabrique des panneaux solaires, mais pas forcément dans le monde de la course au large, mais pour d'autres milieux industriels, avec qui on a travaillé pour mettre des panneaux solaires pour le tour du monde sur lequel j'ai fait cet hiver, qui nous avait dit, bon, les panneaux solaires, ils sont improbables, vous pouvez y aller, faire le tour du monde avec. Et finalement, quand on est revenu après 56 jours, ils avaient pris un peu cher, avec les vagues, la mer, le sel, etc. Il y avait des panneaux qui étaient abîmés en termes sur les détails. Donc, pour lui, c'était un super retour d'expérience.
c'était un accélérateur finalement dans sa domaine de compétences. Il dit bah oui, mais moi je n'avais pas pensé à ça, je ne pensais pas que ça allait vieillir comme ça. Et donc finalement un peu grâce à nous, alors, nous on n'était pas hyper content parce qu'à la fin ça fonctionnait moins bien, mais mine de rien ça lui a permis d'améliorer aussi la qualité de son produit pour justement avoir des panneaux solaires qui peuvent être dans des endroits justement où il y a forte comment dire un environnement qui peut être très difficile, une zone où il fait très chaud, très froid, où il y a beaucoup de vent, voilà, qui peuvent être utilisés pour d'autres débouchés. Préparation mentale, là aussi il y a plusieurs voies. C'est-à-dire que chacun est libre de choisir, chaque skipper, chaque sportif est libre de choisir un petit peu sa préparation. Certains marins, de plus en plus maintenant, travaillent avec un coach mental parce qu'ils retrouvent voilà, des capacités à se recentrer, à se concentrer, à mieux anticiper un moment de stress, départ de course, un moment à bord qui peut être compliqué. Et donc ça c'est propre à chacun. Et je pense que là pour le coup c'est important d'échanger, d'aller voir, d'aller essayer. Moi j'ai essayé il y a quelques années d'être accompagné d'un coach mental et bon, je n'ai pas trouvé forcément un équilibre dans ma préparation. Donc j'ai plutôt fait un peu à ma manière. Là aussi, hein, je veux dire, ça marche. Donc moi comment je fonctionne, c'est que moi j'ai un esprit un peu cartésien, donc je vais être un peu comme vous. Voilà, c'est un peu scientifique. Donc quand je prépare des grandes échéances, un Vendée Globe, un Euro du Rhum, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années en amont. Là aujourd'hui, je prépare déjà la route du Rhum 2026. Donc je suis déjà dans ma tête concentré et je me projette sur cet événement-là parce que c'est un peu comme des Jeux Olympiques. Hein. Pour un athlète, c'est un rendez-vous à pas rater et il faut tout miser, tout préparer au mieux pour réussir le jour J, qui en tout cas, moi ça ne dure pas un jour, ça dure une semaine, mais voilà, il faut être bon à ce moment-là. Et donc pour pouvoir préparer cet objectif, en fait je me fixe d'autres objectifs, notamment en termes de planning. Moi j'aime bien mettre en place des plannings de préparation, que ce soit sur la partie physique, que ce soit la partie on a des préparations générales, la météo, mais aussi la partie technique. Donc c'est important pour moi de visualiser finalement le chemin en fait pour y arriver à ce moment clé. Donc ça va être un travail avec l'équipe, des échanges sur notamment la préparation du bateau. En fait, moi je fonctionne souvent en rétro-planning. On part de l'objectif. Aujourd'hui, on est telle date. Voilà, comment on va faire pour qu'on arrive à ce moment-là prêt. Donc, on part un peu on tire le fil dans le sens et on voit un peu les contraintes, parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes de chantier, il y a des contraintes des courses auxquelles il faut participer avant, le planning de l'équipe, le planning personnel, enfin bref, tout ça, ça s'emboîte, et puis on remplit comme ça les cases les unes avec les autres. Des fois, on n'a pas toujours les réponses, hein, mais en tout cas, on se donne des périodes auxquelles il faudra peut-être à un moment donné revenir, sur lesquelles il faudra revenir. Et puis voilà, et moi j'avance comme ça. Et toute la préparation globale, en fait, elle est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, je coche les cases, à la fois dans ma tête, mais aussi dans mes docs que je peux avoir. Ça peut être sur mon téléphone, ça peut être sur mon ordinateur, enfin voilà, je me fais des checklists. Et donc finalement, quand toutes les cases sont cochées, il faut qu'elles soient cochées, je suis prêt à partir. Voilà, et c'est comme ça que mentalement, en fait, je me lance dans ce projet. C'est-à-dire que je sais qu'on a fait tout ce qu'on devait faire pour être prêt le jour J. Alors, peut-être que c'était pas forcément l'idéal, parce que peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on a choisi comme chemin. Et ça, je pense que c'est important de s'y tenir, parce que c'est ce qui va, moi en tout cas, c'est ce qui me mène à être prêt le jour J. On a le droit de se tromper, mais voilà, il faut avancer, et c'est important d'avoir ce planning, parce qu'à un moment donné, les choses s'accélèrent, hein, la pression monte, vous arrivez, quand vous arrivez 15 jours, 3 semaines avant le départ d'une grande course, et que tout le monde commence un peu à vous parler de l'événement, etc. Et si vous n'êtes pas
dans votre tête un peu serein, ou en tout cas prêt à imaginer le départ, c'est là où effectivement les choses peuvent être vite déroutantes et puis vous pouvez perdre le fil. Et derrière, c'est là où éventuellement vous pouvez rater le départ de la course, par exemple. C'est un moment important. C'est pas là où vous allez gagner la course, mais si vous ratez le départ, éventuellement une collision avec un autre bateau parce que vous n'êtes pas concentré, parce que vous êtes ailleurs, et la course s'arrête là. Et là, toute votre préparation, elle